Le fichier est arrivé à 2h37 du matin, jeudi. Le docteur Eleanor Wright n'aurait pas dû se trouver dans son bureau du département des études lunaires de la NASA à cette heure-là, mais elle souffrait d'insomnie ces derniers temps. Les anomalies lunaires qu'elle étudiait occupaient toutes ses pensées et l'empêchaient de trouver le repos. Lorsque son terminal sécurisé a émis un signal indiquant l'arrivée d'un message de son collègue, le docteur James Kovacs, elle a failli l'ignorer. James se trouvait sur le site d'Arecibo et envoyait rarement des messages qui ne pouvaient ni pas attendre le lendemain matin. Mais l'objet du message attira son attention. « Eleanor, tu dois voir ça immédiatement. » La pièce jointe était un gros fichier crypté qui nécessitait ses codes d'accès personnels. Eleanor hésita, ses doigts suspendus au-dessus du clavier. James n'était pas du genre à dramatiser. Au cours des 7 années qu'ils avaient passées à analyser ensemble les données topographiques de la Lune, il avait toujours été méthodique, le genre de scientifique qui vérifiait 3 fois ses résultats avant même de proposer une conclusion préliminaire. « J'espère que cela en vaut la peine », murmura-t-elle en saisissant son code de sécurité à 16 chiffres. Une fois le cryptage levé, son écran s'emplit d'images haute résolution de la surface lunaire, plus précisément de la région du cratère Tycho. À première vue, elles ressemblaient à des photos panoramiques standards, comme il en existait des milliers dans la base de données publique de la NASA. Mais lorsqu'elle les compara aux archives officielles, de subtiles différences apparurent. Les photos officielles montraient un fond de cratère lisse avec les traces d'impacts attendus. Ces nouvelles images révélaient autre chose, des distorsions qui semblaient avoir été délibérément dissimulées dans les archives publiques. Eleanor agrandit la zone située à l'extrémité nord du cratère. Il y avait clairement quelque chose là-bas, une régularité dans les formations qui semblait presque architecturale. Elle aida à étudier la géologie lunaire depuis 15 ans et n'avait jamais vu de structure naturelle présentant des propriétés géométriques aussi précises. « Que suis-je en train de regarder, James ?» murmura-t-elle, en agrandissant les sections des photos. Un message de James apparut dans sa messagerie sécurisée. « Vérifie ton niveau d'accès. Il a changé il y a 1 heure. Trouve le projet Gardien. » Eleanor vérifia rapidement son accès au système. D'une manière ou d'une autre, son niveau d'accès avait effectivement été relevé du niveau Alpha 3 au niveau Alpha 5, lui donnant accès à des archives classifiées, des missions lunaires dont elle ignorait l'existence. Ce changement avait été autorisé par le directeur Philip Hawthorne lui-même, chef de l'ensemble du département des opérations lunaires de la NASA. Mais pourquoi lui avait-il soudainement accordé cet accès sans l'en informer? Les mains tremblantes, elle tapa « Project Guardian » dans le champ de recherche. Ce qu'elle découvrit allait bouleverser tout ce qu'elle pensait savoir sur la Lune. Eleanor rentrait chez elle alors que l'aube se levait sur Houston, l'esprit occupé à essayer de comprendre ce qu'elle venait de découvrir. L'histoire officielle de la conquête lunaire était un conte de fées avec lequel Eleanor avait grandi. Comme la plupart des Américains, elle pouvait la réciter par cœur. Les missions Apollo, les célèbres premiers repas d'Armstrong, la collecte de roches lunaires, puis l'arrêt progressif des vols vers la Lune. Les coupes budgétaires et le changement de priorité avaient soi-disant mis fin à la présence physique de l'humanité sur notre plus proche voisine céleste. Mais les archives secrètes racontaient une autre histoire. Eleanor se servit un verre bien tassé. Malgré l'heure matinale, son petit appartement encombré de livres d'astronomie et de géologie lunaire lui semblait soudain insuffisant pour la protéger du poids de ce qu'elle savait désormais. Apollo 20 avait été officiellement annulé en raison de restrictions budgétaires en 1970. Les dossiers indiquaient cependant qu'il avait en fait été lancé secrètement en 1976
avec une directive de mission classifiée, axée sur l'étude de structures anormales dans la région de Tycho. L'équipage était composé d'astronautes dont les noms avaient été soigneusement supprimés des archives publiques et dont la formation avait été dissimulée dans les budgets d'autres missions. Commandant John Reynolds, Dr Abigail Myers et lieutenant David Goodwin, luttaient à la haute voix dans la liste de l'équipage. Pourquoi je ne connais pas ces noms? C'étaient donc des astronautes de la NASA. Eleanor se frotta les yeux fatigués, se demandant si sa fatigue ne l'amenait pas à mal interpréter ce qu'elle voyait. Mais plus elle creusait, plus les preuves s'accumulaient. Certaines parties des célèbres images du débarquement sur la Lune avaient donc été modifiées avant leur diffusion publique. Les archives contenaient les enregistrements originaux non édités. Houston, nous voyons la structure. Elle se trouve exactement là où vous l'avez indiqué. Ce n'est certainement pas une formation naturelle. Nous agissons avec prudence, disait une voix qui lui était inconnue. L'un des fichiers audio secrets contenait la réponse du centre de contrôle de la mission, mais certaines parties avaient été coupées, laissant un blanc artificiel dans le message. Tout ce qui avait été dit en réponse à la découverte de la structure avait été délibérément supprimé. Les archives contenaient des milliers d'enregistrements de transmissions radio inexplicables provenant de la face cachée de la Lune, datant de 1965, des années avant que l'homme ne pose le pied dessus. Ces transmissions n'étaient même pas des bruits polyspatiaux aléatoires. Elles présentaient des régularités qui suggéraient l'existence d'un dessin, des impulsions régulières, des pauses calibrées, des séquences répétitives. Le plus inquiétant était le projet Sentinelle lui-même, une initiative top secrète axée sur les anomalies acoustiques lunaires. Selon les dossiers, la NASA avait découvert des régularités rythmiques dans les données sismiques lunaires qui ne pouvaient s'expliquer par des phénomènes naturels. Ces régularités étaient restées constantes pendant des décennies, changeant parfois de manière à suggérer une activité intelligente. Une note interne du directeur du projet, datant de 1969, indiquait « Les changements observés dans les régularités en octobre correspondent exactement à notre première mission de retour d'échantillons. Le timing ne peut être une coïncidence, quelque chose réagit à notre présence. » Les notes personnelles des astronautes d'Apollo, qui n'ont jamais été publiées, étaient ceux les plus inquiétantes. Plusieurs membres de l'équipage ont décrit une sensation inexplicable d'être observés pendant qu'ils se trouvaient à la surface de la Lune. Il y a quelque chose d'inquiétant dans le fait d'être sur la Lune, écrivait un astronaute dont le nom a été supprimé du fichier. Même lorsque la Terre est visible au-dessus de vous, vous avez le sentiment d'être observé depuis un autre endroit. Les ombres semblent étranges ici. Certains d'entre nous en ont parlé, mais le centre de contrôle nous a conseillé de ne pas en faire mention dans les rapports officiels. Une autre note, datée de 3 semaines après le retour des astronautes sur Terre, était encore plus inquiétante. Les rêves continuent. Je suis de nouveau là-bas, dans la vallée de Taurus Littrow. Mais je ne suis pas seul. Quelque chose bouge à la périphérie de mon champ de vision. Quand je me retourne, cela se retire dans l'ombre. La nuit dernière, dans mon rêve, cela a enfin parlé. Les mots n'avaient aucun sens, mais j'ai compris leur signification d'une manière ou d'une autre. Ils étaient là bien avant nous et ils attendent quelque chose. Eleanor s'est finalement endormie à son bureau, les documents secrets toujours ouverts sur son ordinateur portable. Quand elle s'était réveillée à la tombée de la nuit, elle avait un appel manqué d'un numéro masqué sur son téléphone. Sans message. Elle a fait du café et a regardé par la fenêtre de son appartement le ciel qui s'assombrissait, essayant de donner un sens à tout ce qu'elle avait appris. La lune allait bientôt se lever. Elle se demandait si elle pourrait un jour la regarder comme avant.
Elle passa la soirée à examiner les nouveaux dossiers de la garde. Selon les documents, le projet avait débuté en 1968, après que des sondes lunaires, sans pilote, eurent détecté des anomalies énergétiques dans la région de Tycho. Au départ, on avait pensé qu'il s'agissait d'une erreur des instruments, mais les mesures avaient été confirmées par plusieurs missions ultérieures, toujours dans la même zone spécifique à l'intérieur du cratère. L'emplacement correspondait exactement à celui où la mission secrète Apollo 20 avait ensuite été envoyée. Eleanor était tellement absorbée par les dossiers qu'elle a failli ne pas entendre son téléphone sonner. Il était presque minuit. « Allô ?» répondit-elle prudemment. « Dr. Wright, ici Thomas Wayland. » Eleanor se figea. Le docteur Thomas Wayland était une figure presque légendaire de l'histoire de la NASA, un ancien administrateur qui avait soudainement démissionné au début des années 2000. Les rumeurs sur son départ circulaient depuis des années. Problèmes de santé, désaccords avec la direction de l'agence. Son travail novateur dans le domaine de la sismologie lunaire avait servi de base à ses propres recherches. « Comment avez-vous obtenu ce numéro ?» demanda-t-elle prudemment. « Peu importe. Ce qui importe, c'est que je sais à quoi vous avez eu accès. Au fichier de la garde. Il surveille ses archives, Dr. Wright. Votre promotion n'était pas un hasard. Qui les surveille? Ne m'appelez pas. Rendez-vous demain à Broadmoor Park à 10 h du matin, près de l'ancien observatoire. Venez seul. Et, Dr. Wright, ne faites confiance à personne à la NASA pour le moment. Surtout pas à Hawthorne. » La ligne fut coupée avant qu'elle n'ait pu répondre. Eleanor ne dormit presque pas cette nuit-là. Elle imaginait la Lune, cet astre familier qu'elle avait étudié toute sa carrière, comme quelque chose d'étranger et de menaçant. Cette pensée était presque physiquement douloureuse. Toute une vie de connaissances scientifiques avait été bouleversée en une nuit. Le matin apporta de nouvelles inquiétudes. Était-elle surveillée à présent? Les journaux d'accès confidentiel montreraient Jans quel fichier elle avait consulté. Hawthorne savait-il déjà qu'elle avait étudié les enregistrements d'Apollo 20 et les données de la garde? Elle songea à prendre un congé maladie, mais comprit que cela ne ferait qu'attirer davantage l'attention. Elle arriva à son bureau à l'heure habituelle, à 8h15, essayant de donner l'impression que tout était normal. Sa collègue, le docteur Lisa Kaminski, entra presque immédiatement dans son bureau. « Tu as l'air épuisé, » dit Lisa sans détour. « Tu as passé une mauvaise nuit ?»« J'ai juste travaillé tard, » répondit Eleanor, essayant de paraître détendue. « Écoute, as-tu déjà entendu parler d'un projet appelé « The Guardian » ? L'expression du visage de Lisa changea légèrement, ses yeux se plissant un instant. « Non, j'aurais dû ?» La réponse fut trop rapide, trop répétée. Eleanor se força à sourire. « Je suis juste tombée dessus dans de vieux documents. Ce n'est probablement rien d'important. » Après le départ de Lisa, Eleanor ouvrit le dossier personnel de son amie. Lisa avait travaillé à la NASA 3 ans de plus qu'Eleanor et, selon le système, elle avait une autorisation de niveau 5 alpha, la même promotion mystérieuse qu'Eleanor avait obtenue. Combien d'autres personnes étaient au courant? Le parc de Broadmoor était presque désert à 10 h du matin le vendredi. Quelques joggeurs faisaient le tour de la piste principale, tandis qu'un couple âgé nourrissait les canards près d'un petit lac. L'ancien observatoire, vestige des années 1950, désormais utilisé principalement pour des programmes éducatifs, se dressait sur une petite colline surplombant le parc. Wayland semblait beaucoup plus âgé que sur ses photos officielles de la NASA. Ses cheveux, autrefois foncés, étaient blonds et désormais complètement gris, et son visage était sillonné de rides profondes. Il regardait constamment par-dessus son épaule, tandis qu'il marchait dans le parc tranquille. Il boitait légèrement, s'appuyant sur une canne. « J'ai été directeur du projet Guardian pendant 11 ans, expliqua-t-il, après s'être assuré qu'il n'était pas suivi.
jusqu'à ce que je ne puisse plus en faire partie. Faire partie de quoi exactement? Les fichiers que j'ai trouvés étaient confus, parfois contradictoires. C'est intentionnel, cette fragmentation de l'information. Personne ne doit avoir une vue d'ensemble. Il lui tendit une petite clé USB. Ce sont des coordonnées, un endroit sur la Lune qui n'a jamais été mentionné lors d'aucune conférence publique de la NASA. Regardez-le attentivement et vous comprendrez pourquoi je suis parti. « Pourquoi me dites-vous cela ?» demanda Eleanor en rangeant la clé USB dans sa poche. « Pourquoi maintenant ?» Le visage de Wayland s'assombrit. « Parce que là-haut, quelque chose a changé. Les schémas de transmission ont radicalement changé il y a 3 mois. Ils sont devenus plus complexes, plus fréquents. Depuis toutes ces années que nous observons cet endroit, nous n'avons jamais vu une telle activité. Et il y a 2 semaines, Hawthorne a déclenché le protocole Omega. Qu'est-ce que le protocole Omega? Un plan d'urgence pour le cas où la structure lunaire commencerait à montrer des signes d'activation. J'ai contribué à son élaboration il y a de nombreuses années, mais il est toujours resté théorique. Personne ne s'attendait vraiment à ce qu'il soit mis en œuvre. Il la regarda fixement. Votre collègue Kovacs a détecté des anomalies thermiques inhabituelles dans la région de Tycho. C'est pourquoi il vous a contacté. Eleanor sentit un frisson la parcourir malgré la chaleur matinale. James ne m'en a pas parlé. Bien sûr que non. Il est soumis à des protocoles de confidentialité stricts, mais il est inquiet et fait confiance à vos capacités d'analyse. Il espère que vous verrez ce que tous les autres ont manqué. Mais pourquoi m'accorder l'accès à des informations aussi confidentielles? Je soupçonne qu'ils font appel à un regard neuf parce qu'ils ont désespérément besoin de réponses. Quoi qu'il se passe sur la Lune, cela s'accélère et ils sont terrifiés. Au moment de se quitter, Wayland lui saisit la main avec une force surprenante. Faites attention à qui vous en parlez. Quand j'ai essayé de rendre cela public en 2004, ils ont détruit ma carrière et ma réputation. Ils se sont assurés que personne ne croirait un seul mot de ce que je disais. Il lâcha sa main et recula. Je vous recontacterai. Gardez votre téléphone à portée de main. Voici la 2e et dernière partie. Cette nuit-là, Eleanor utilisa sa nouvelle autorisation pour accéder aux images de la plus haute résolution aux coordonnées fournies par Wayland. Ce qu'elle découvrit défiait toute explication. Sous le régolithe lunaire se trouvaient des motifs géométriques trop précis pour être des formations naturelles. La structure, il n'y a pas d'autre mot, était située exactement au centre de la zone d'ombre permanente, une région où la lumière du soleil ne pénétrait jamais. Le complexe principal semblait s'étendre sur au moins 2 kilomètres sous la surface lunaire, avec des couloirs divergents en ligne parfaitement droite. Les murs et les piliers de la structure étaient faits d'un matériau qui ne correspondait à aucune composition lunaire connue. Lorsqu'elle a soumis l'emplacement à une analyse thermique, une autre impossibilité est apparue. La structure maintenait une température constante, malgré les fluctuations extrêmes caractéristiques de l'environnement lunaire, alors que les zones environnantes oscillaient entre moins 280 et moins 260 degrés Fahrenheit. Au cours du cycle lunaire du jour et de la nuit, la structure restait à une température constante de 68 degrés, soit la température ambiante. Pour les humains, aucun élément naturel ne pouvait être capable d'un tel exploit. Le signal était le plus inquiétant. Selon des données secrètes, la NASA détectait une transmission faible, mais constante, provenant de la structure depuis 1972. Le motif du signal a radicalement changé en 2008, devenant plus complexe, plus significatif. Les notes de Wayland sur le disque dur en ont révélé davantage. La NASA a envoyé une sonde secrète sans pilote pour enquêter en 2010. La transmission de la sonde s'est soudainement interrompue après l'envoi d'images de ce qui semblait être une entrée.
un rectangle parfait creusé dans la roche lunaire, mesurant exactement 3 mètres 6 cm sur 2 mètres 4 cm, menant vers l'obscurité. La sonde était équipée de systèmes d'éclairage de pointe, mais ceux-ci n'ont pas pu pénétrer à plus de quelques mètres à l'intérieur de l'entrée. Quelque chose à l'intérieur semblait absorber la lumière d'une manière qui semblait contraire aux lois de la physique. Eleanor passa aux fichiers audio des archives du centre de contrôle de vol liés à l'exploration de la sonde. La plupart d'entre eux étaient jouis des messages de routine, mais un échange se démarquait. Centre, nous recevons des interférences inhabituelles dans les systèmes de la sonde. Pouvez-vous isoler la source? Négatif, c'est « Attendez, nous recevons à nouveau des données. La sonde détecte un mouvement à l'intérieur de la structure. Confirmez cette observation. D'après tous les scans précédents, la structure devrait être inactive. Je confirme. Quelque chose bouge à environ 20 guidemètres de l'entrée. Les capteurs de mouvement sont sans équivoque. Récupérez la sonde. Je répète, récupérez immédiatement la sonde. Trop tard, le signal était perdu. La sonde ne répond plus. Le rapport officiel a classé la mission comme un échec en raison d'une défaillance de l'équipement dans l'environnement lunaire. Mais les données de réel racontaient une autre histoire. Quelque chose à l'intérieur de cette structure avait neutralisé la sonde de plusieurs millions de dollars de la NASA en quelques secondes. Le lundi suivant, Eleanor est arrivée au travail et a découvert que quelqu'un était entré dans son bureau pendant le week-end. Rien ne semblait avoir disparu, mais quelqu'un avait fouillé dans son bureau. Son ordinateur indiquait une connexion à 2h15 du matin le dimanche. En utilisant ses identifiants, quelqu'un avait suivi ses déplacements, ses recherches. « Dr. Wright, le directeur souhaite vous voir », lui a dit son assistante, l'air nerveux, lorsqu'elle est entrée. « Il vous demande de venir immédiatement. » Le bureau du directeur Philip Hawthorne occupait le dernier étage du bâtiment des sciences lunaires. Eleanor n'y était allée qu'une seule fois, lors de son entretien d'embauche. Hawthorne était un politicien nommé à la NASA après une carrière dans l'industrie de la défense. Un bureaucrate, pas un scientifique. La plupart des chercheurs du département évitaient autant que possible de communiquer avec lui. « Dr. Wright, merci d'être venu », dit Hawthorne lorsqu'elle entra. Il ne lui proposa pas de s'asseoir. « Je crois comprendre que vous avez récemment mené des recherches indépendantes. » Eleanor garda un visage impassible. « Je mène toujours des recherches, directeur. C'est mon travail. Je veux parler plus précisément de votre intérêt pour des projets secrets qui dépassent le cadre de vos fonctions. » Son ton était agréable, mais son regard était froid. « Vos journaux d'accès montrent que vous avez largement consulté les archives confidentielles. »« Mon niveau d'accès a été relevé, » répondit-elle prudemment. « J'ai supposé que cela signifiait que j'étais autorisé à consulter ces fichiers. » Hawthorne esquissa un sourire subtil. Cette augmentation avait pour but de vous donner accès à des données topographiques lunaires spécifiques de la région de Tycho et non de fouiller dans les archives historiques des missions. Je n'étais pas au courant de ces restrictions. Considérez que vous êtes désormais informé. Il lui tendit une tablette. Vous êtes muté dans une équipe de projet spécial, immédiatement. Eleanor examina les détails de sa nouvelle affectation. L'équipe d'analyse des signaux lunaires, je suis géologue, pas spécialiste en communication. Votre expérience dans le domaine des formations lunaires de surface sera précieuse pour l'équipe. Ils essaient de déterminer si certaines caractéristiques lunaires peuvent amplifier ou modifier les signaux de rayonnement que nous détectons. Il la regarda d'un air significatif. À moins que vous ne préfériez une autre affectation, peut-être à notre station en Antarctique. La menace était claire. Jouez le jeu ou vous serez exilé. Quand dois-je commencer ? Demanda-t-elle en gardant une voix calme. Tout de suite,
L'équipe se réunit au 3e sous-niveau, dans le bureau 47B. Ils vous attendent. Il reporta son attention sur son ordinateur, la laissant partir. Oh, et Dr. Wright, ce projet est classé secret niveau 6. N'en discutez avec personne, en dehors de l'équipe désignée. Eleanor quitta son bureau avec un sentiment croissant d'appréhension. Le niveau 6 était supérieur à son nouveau niveau d'autorisation. Quel que soit le sujet sur lequel travaillait cette équipe, il était encore plus confidentiel que les fichiers garde auxquels elle avait accès. Alors qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur, son téléphone vibra, signalant l'arrivée d'un SMS provenant d'un numéro inconnu. « Il te surveille, maintenant. Sois prudente. On se retrouve mercredi, au même endroit, à minuit. U. » Le groupe d'analyse des signaux lunaires occupait un laboratoire sans fin, situé au cœur du centre de recherche. 6 scientifiques étaient donc déjà au travail lorsqu'Eleanor arriva, analysant les données projetées sur plusieurs écrans. Ils ne lui prêtèrent guère attention. Le docteur Marcus Vega, chef du projet, la présenta brièvement. « Dr. Wright, installez-vous à la station numéro 4. Nous analysons les paquets de signaux détectés au cours des 72 dernières heures. Nous nous concentrons sur les changements dans les modèles de transmission. » Eleanor s'assit à son poste de travail et accéda aux données. Ce qu'elle vit la coupa le souffle. Les écrans affichaient un flux continu de signaux provenant des coordonnées exactes que Wayland lui avait données. L'emplacement de la structure sous le cratère Tycho. Les signaux avaient effectivement changé radicalement. Ce qui était autrefois un motif relativement simple et répétitif était désormais incroyablement complexe, avec des couches d'informations intégrées qui suggéraient l'existence d'un système de communication sophistiqué, et la puissance de transmission avait été multipliée par 10. Quand l'augmentation de la puissance du signal a-t-elle commencé ? Demanda-t-elle à Vega. Le 17 avril, répondit-il sans quitter son écran des yeux. Elle n'a cessé d'augmenter depuis, 3 jours après que James lui ait envoyé les fichiers initiaux. Était-ce une coïncidence ? Quelle est l'interprétation actuelle du contenu du signal ? Demanda-t-elle en essayant de paraître détendue. Vega la regarda. Ce n'est pas votre problème. Concentrez-vous sur l'analyse topographique. Nous devons savoir si les caractéristiques lunaires influencent les modèles de transmission. Eleanor acquiesça et se remit à sa tâche. Mais au cours de la journée, elle copia secrètement des parties des données du signal afin de les analyser en privé. L'équipe travaillait dans un silence relatif. La tension dans la pièce était palpable. Tous étaient et des scientifiques expérimentés, mais ils semblaient presque effrayés par les données qu'ils analysaient. À un moment donné, le docteur Vega reçut un appel et quitta la pièce. Lorsqu'il revint, son visage était livide. « Nous devons redoubler d'efforts », annonça-t-il. Le signal a commencé à être diffusé sur de nouvelles fréquences et n'est plus dirigé vers l'espace. Il fit une pause, regardant chaque membre de l'équipe. Il est désormais dirigé vers la Terre. La conspiration s'étendait plus loin qu'Eleanor ne pouvait l'imaginer. Poursuivant son enquête secrète au cours des 2 jours suivants, elle découvrit des preuves de l'existence d'un département spécial de la NASA chargé exclusivement de modifier les images lunaires destinées au public. Les rapports financiers révélaient des milliards de dollars de crédits de budgétaires, occultes d'alloués aux opérations lunaires, sans aucune obligation de rendre des comptes au public. La piste financière menait à des dizaines de sociétés écrans et d'organisations fictives. Un document fortement crypté décrivait en détail un accord multinational signé en 1978 entre les États-Unis, l'Union soviétique et plusieurs pays européens visant à maintenir le secret absolu sur certaines découvertes lunaires. L'accord a été renouvelé et élargi à plusieurs reprises, la dernière fois en 2019, pour inclure désormais la Chine, l'Inde et le Japon,
tous des pays ayant des programmes lunaires actifs. L'impact psychologique de la confirmation sur le public sera incalculable, indiquait l'une des évaluations du comité consultatif présidentiel. La poursuite de la retenue est la seule approche viable. Mercredi, Eleanor a sauté le déjeuner, profitant de ce temps pour approfondir ses recherches sur les affaires personnelles de l'équipage d'Apollo 20. Les 3 astronautes, Reynolds, Myers et Goodwin, avaient donc disparu des registres publics après leur mort présumée dans un accident d'entraînement. Mais les rapports financiers indiquaient que des paiements continuaient d'être versés sur leur compte. Pendant des années, on les avait réduits au silence, cachés. Mais ce sont les archives concernant les astronautes disparus plus récemment qui ont vraiment bouleversé Eleanor. Les 3 astronautes, officiellement déclarés morts dans des accidents d'entraînement distincts entre 2010 et 2012, faisaient en réalité partie d'une mission lunaire secrète. Leur objectif était d'entrer et d'explorer une structure qui transmettait des signaux depuis des décennies. Les journaux de communication de la mission se terminaient par une série de transmissions de plus en plus paniquées. Base, nous sommes à l'intérieur de la structure. Le couloir s'étend sur environ 200 mètres. Il est parfaitement droit. Les murs semblent être faits de... Je ne sais pas de quel matériau il s'agit. Ce n'est pas de la pierre, ce n'est pas du métal, c'est autre chose. Il y a des marques étranges sur les murs. Le docteur Patel essaie de les documenter. La température reste constante à 68 degrés Fahrenheit. Il n'y a aucune source de lumière visible, mais tout est éclairé d'une manière ou d'une autre. Nous avons atteint ce qui semble être la salle centrale, immense. Nos lampes ne permettent pas de voir le plafond. Il y a des consoles ou des panneaux de contrôle tout autour. Le docteur Hoffman pense qu'ils réagissent à notre approche. Ils s'allument lorsque nous nous approchons. Il y a du mouvement dans l'ombre devant nous. Je ne sais pas ce que c'est. Attendez. Silence, tout le monde. Vous entendez ça? C'est impossible. Il n'y a pas d'air ici. Comment pouvons-nous entendre des chuchotements? La dernière transmission ne comprenait que des cris et une seule phrase « Il traverse les murs ». La mission a été officiellement rayée de tous les registres. Les astronautes ont été honorés comme des héros morts dans des accidents d'entraînement. Leurs familles n'ont rien su de la vérité. Eleanor s'est sentie physiquement mal en fermant les dossiers. Elle avait besoin de parler à nouveau à Weyland pour mieux comprendre à quoi ils avaient réellement affaire. À minuit, le parc de Broadmoor était étrangement calme. Eleanor attendit près de 30 minutes près de l'ancien observatoire avant d'entendre le bruit sourd de la canne de Weyland sur le chemin. « Vous prenez un grand risque en venant ici », dit-il au lieu de la saluer. « Maintenant que vous faites partie de l'équipe GALS, ils surveilleront vos mouvements de plus près. »« J'avais besoin de réponses, » répondit-elle. « Le signal provenant de la structure lunaire. Il a changé de direction. Il est désormais dirigé vers la Terre. » Le visage de Weyland se crispa. « C'est ce que je craignais. La phase d'activation a commencé. » « Qu'est-ce qui est activé exactement, Dr. Weyland? Quelle est cette structure? » Ils s'assirent sur un banc partiellement caché par un grand chêne. La lune était suspendue au-dessus d'eux, presque pleine, d'une luminosité innocente. « La structure n'est pas nouvelle, » expliqua Weyland d'une voix calme. « D'après notre analyse des matériaux lunaires environnants, elle précède la civilisation humaine de plusieurs millions, voire milliards d'années. » Eleanor avait du mal à comprendre ce qu'elle venait d'entendre. « Que voulez-vous dire? » « Je veux dire que la Lune elle-même n'est peut-être pas naturelle. Il existe des preuves géologiques suggérant qu'elle a été placée là. » « Placée? C'est impossible. » Comme une entrée parfaitement rectangulaire creusée dans la roche lunaire. Comme une structure qui maintient une température ambiante dans un environnement où la température varie de plusieurs centaines de degrés.
comme des transmissions provenant de quelque chose qui était là avant même que les humains ne commencent à marcher debout. Weyland sortit une série de photos. Elle le montrait dans d'étranges symboles trouvés à proximité de la structure, gravés à la surface de la Lune. Nos meilleurs linguistes et cryptographes ont travaillé dessus pendant des années. Ce n'est pas une langue telle que nous la comprenons. Cela ressemble davantage à des instructions de programme. La théorie dominante c'est que la structure fonctionne comme une station d'observation. Observation de quoi? De nous, de la Terre. Depuis combien de temps? Nous ne savons pas. Des rapports internes récents de la NASA, auxquels il avait réussi à accéder, indiquaient des niveaux d'énergie élevés provenant de la structure. Les images satellites montraient de légères modifications dans sa configuration depuis 2020. L'entrée, découverte en 2010, était désormais plus grande, et un scan approfondi suggérait que les chambres internes étaient en cours de reconfiguration. Je pense que notre présence sur la Lune a provoqué le réveil de quelque chose, dit Weyland à voix basse. Notre technologie a atteint un point où nous avons pu les détecter, les visiter, et maintenant, ils répondent. Répondent à quoi? Pourquoi maintenant? Cette question me tourmente. Pourquoi maintenant? Quelque chose a changé, soit dans leur calendrier, soit à cause de quelque chose que nous avons fait. Les signaux envoyés vers la Terre ont commencé exactement 14 jours après que les Chinois aient déposé leur satellite de communication quantique sur la face cachée. La théorie qui émergea de leur discussion était presque trop vaste pour être comprise. La Lune, placée comme un satellite artificiel, abritait des observateurs qui surveillaient dans la Terre depuis des millénaires. Les progrès technologiques cieux de l'humanité avaient montré déclenché la phase suivante d'un plan lancé il y a des siècles. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Weyland lui tendit un autre disque dur. Il contient tout ce que j'ai réussi à conserver au fil des ans, y compris ce qui est arrivé à l'équipage d'Apollo 20 après leur rencontre avec les entités à l'intérieur de la structure. Ont-ils survécu? Demanda Eleanor, surprise. Physiquement, oui. Mentalement, il s'interrompit. Ils n'ont plus jamais été les mêmes. Reynolds s'est suicidé 3 ans plus tard. Myers a développé une forme de schizophrénie et elle allait toujours dans un établissement spécialisé. Seul Goodwin est encore capable d'agir. Il vit sous un faux nom dans le nord du Canada. Puis-je lui parler? J'ai inclus ses coordonnées, mais je vous préviens, il se peut qu'il ne veuille pas parler de ce qu'il a vu à l'intérieur de cette structure. Ses souvenirs ont détruit ses collègues. Au cours de la semaine suivante, Eleanor a maintenu sa couverture au sein du groupe d'analyse des signaux lunaires, accomplissant les tâches qui lui avaient été confiées et recueillant secrètement des informations supplémentaires. Les signaux provenant de la structure lunaire continuaient de s'intensifier, émettant désormais sur plusieurs fréquences directement vers la Terre. Au cours d'une session nocturne, elle remarqua quelque chose d'inquiétant dans le schéma de transmission. Des impulsions régulières qui correspondaient aux fréquences des ondes cérébrales humaines, associées au sommeil profond et aux états suggestifs. Ce n'était pas simplement un signal, il pouvait potentiellement influencer la conscience humaine. Elle envoya ses conclusions à Weyland via le canal sécurisé qu'il avait mis en place. Sa réponse fut immédiate et alarmante. Il nous prépare. Les modèles de transmission précédents ont précédé des bonds évolutifs majeurs dans l'histoire de l'humanité. Vérifiez les pics historiques des signaux dans le contexte des révolutions technologiques. Eleanor effectua l'analyse. La corrélation était indéniable. Les pics importants dans le modèle de signal lunaire avaient déjà précédé le développement de l'agriculture, l'âge du bronze, la révolution industrielle et l'ère numérique d'environ 50 ans à chaque fois. Quelle que soit la nature de cette structure, elle ne se contentait pas d'observer le développement de l'humanité. Il semblait le guider,
Vendredi, Eleanor a finalement trouvé le courage d'appeler le numéro que Wayland lui avait donné pour joindre David Goodwin, le seul survivant valide de la mission Apollo 20. Après plusieurs sonneries, une voix rauque a répondu. « Qui est à l'appareil » ? « Le docteur Eleanor Wright, du département des études lunaires de la NASA. Le docteur Wayland m'a donné vos coordonnées. »« Je n'ai rien à dire à la NASA, » l'interrompit la voix. « Laissez-moi tranquille. »« Je vous en prie, monsieur Goodwin, la structure lunaire est à nouveau active. Les signaux sont plus forts que jamais et sont dirigés vers la Terre. Nous avons besoin de comprendre ce que vous avez vu à l'intérieur. » Il y eut un long silence, puis une voix à peine audible répondit « Ils ne viennent pas de là, vous savez. » « Que voulez-vous dire ? » « La Lune n'est qu'un avant-poste pour eux. Ils nous observaient, nous étudiaient. Pour eux, nous ne sommes que des échantillons, des rats de laboratoire. » Sa voix tremblait. Quand nous sommes entrés dans la structure, ils étaient de curieux. Ils voulaient de comprendre comment nous fonctionnions. Ils ont prélevé des échantillons. Des échantillons de quoi ? Une autre longue pause. De tout. Des tissus, du sang, des souvenirs. Des souvenirs, ils peuvent m'y les extraire, les retirer directement de votre tête. J'ai vu comment ils ont fait ça à Abigail. Elle a de crier pendant des heures après ça. Elle disait qu'il lui avait volé son enfance. Eleanor sentit un frisson la parcourir. Ont-ils communiqué avec vous ? Vous ont-ils expliqué pourquoi ils sont ici ? Ils ne pensent pas comme nous. Le temps n'a pas la même signification pour eux. Ils ont parlé d'une moisson qui allait bientôt commencer. Ils ont dit que nous étions presque mûrs. Sa voix se brisa. J'en ai trop dit. Ils vont savoir que je vous ai parlé. Qui le saura ? Ils regardent, toujours. Ils écoutent, toujours. À travers la lune, leurs yeux sur la terre. La ligne fut coupée. Eleanor passa la nuit à regarder la lune depuis le balcon de son appartement, se demandant si quelque chose à l'intérieur de ce globe pâle la regardait en retour, l'observait, l'attendait. Sa main tremblait lorsqu'elle ouvrit le dernier briefing secret auquel elle avait réussi à accéder grâce à ses identifiants GALS. La NASA avait détecté une puissante accumulation d'énergie à l'intérieur de la structure lunaire au cours du mois dernier. Les relevés dépassaient les limites, suggérant une certaine séquence d'activation. Des lancements secrets, dissimulés sous le nom de déploiement de satellites, ont placé de nouveaux équipements d'observation en orbite lunaire. Des plans militaires ont été élaborés au cas où ils appelleraient cliniquement « crise d'origine lunaire ». Le document le plus inquiétant était une évaluation psychologique des réactions potentielles du public à la confirmation d'une intelligence non humaine. L'analyse prédisait une panique à grande échelle, des crises religieuses et un effondrement potentiel de la société. En conclusion, il était recommandé de continuer à respecter la confidentialité à tout prix. Une notification est apparue sur son écran, demandant à tous les membres du GALS de se présenter à une réunion d'urgence à 15 heures. L'objet du message était simplement « Évolution du signal lunaire, mise à jour critique ». Avant qu'elle n'ait eu le temps de répondre, son terminal sécurisé a émis un signal indiquant un message crypté de Wayland. « Ils savent même que je t'aide. Ils me suivent. Les mesures énergétiques sont actuellement hors normes. Il se passe quelque chose. Quoi qu'il y ait là-dedans, ça se prépare. Prépare-toi, Eleanor. Regarde la lune dimanche soir à 21h17, précise. La vérité sera révélée à tous. » Ce fut la dernière fois qu'elle a eu de ces nouvelles. Le lendemain, les informations mentionnèrent un incendie dans une maison dans les montagnes. Il n'y eut aucun survivant. La cause indiquée était une fuite de gaz, mais Eleanor connaissait la vérité. Une réunion d'urgence révéla que la direction de la NASA avait tenté de même à ses propres scientifiques. Le signal provenant de la structure lunaire avait commencé à se manifester sous la forme de phénomènes étranges sur Terre. Les communications radio
à travers le monde, subissaient des interférences inexplicables. Les systèmes électroniques sensibles tombaient en panne et, plus inquiétant encore, des rapports épars faisaient l'état de personnes ayant des rêves et des pensées inhabituelles dans lesquels la Lune occupait une place centrale. « Nous pensons qu'il s'agit de transmission test », expliqua le docteur Vega à l'équipe stupéfaite. Des essais préliminaires avant une transmission à plus grande échelle. Nos modèles suggèrent que la structure lunaire accumule un seuil critique d'énergie qui sera atteint dimanche soir. Eleanor sentit son sang se glacer. Dimanche à 21h17, comme l'avait prédit Wayland. Que se passera-t-il lorsqu'il atteindra le seuil critique ? Demanda quelqu'un. Le visage de Vega était sombre. Nous ne savons pas, mais le directeur Hawthorne a déclenché les protocoles de confinement complet. Toutes les informations sur les anomalies du signal sont supprimées. Des explications officielles faisant référence à l'activité des éruptions solaires ont été préparées pour les médias. À la fin de la réunion, Eleanor entendit Vega parler à voix basse avec un autre chercheur senior. Les militaires ont déployé des armes anti-satellites. Si la transmission s'intensifie, ils sont prêts à lancer une attaque directe contre la structure. « C'est de la folie », répondit l'autre scientifique. « Nous n'avons aucune idée des capacités défensives dont elle dispose. Nous risquons de provoquer... » Ils s'éloignèrent, mais le message était clair. La situation s'aggravait jusqu'à un conflit potentiel avec l'intelligence qui contrôlait la structure lunaire. Eleanor savait qu'elle devait rendre publique sa découverte, mais toutes ses tentatives étaient bloquées. Ses emails disparaissaient des serveurs. Ses appels aux journalistes restaient sans réponse. Lorsqu'elle essayait de publier des informations sur Internet, le contenu était supprimé en quelques minutes. Les enregistrements des caméras de surveillance de son immeuble montraient des personnes non identifiées entrant dans son bureau en son absence, copiant systématiquement ses fichiers et supprimant les preuves de matériel. Ils se déplaçaient avec une précision militaire, leurs visages soigneusement détournés des caméras. Pendant une pause déjeuner désespérée, loin du site de la NASA, elle a de nouveau tenté de contacter James Kovac, le collègue qui, grâce à ses fichiers originaux, l'avait poussé à s'engager dans cette voie. Son bureau lui a répondu qu'il était en congé prolongé pour raisons personnelles. Son téléphone fixe était déconnecté. Dans une dernière tentative désespérée, Eleanor envoya des centaines de SMS à ses amis, collègues, astronomes amateurs, à tous ceux qui pourraient l'écouter, avec un message simple. Regardez la Lune. Dimanche, 21h17. Voyez la vérité. Le dimanche est arrivé dans une atmosphère de tension qu'Eleanor ressentait dans tout Houston. Les informations faisaient état d'une activité inhabituelle des aurores boréales prévues cette nuit-là, ce qui servait de couverture à ce qui allait se passer. Des avions militaires survolaient dans la ville depuis l'aube, et des rumeurs circulaient sur la mobilisation de la garde nationale pour des exercices. Eleanor se rendit sur l'île de Galveston, loin des lumières de la ville, pour observer l'événement lunaire dont Wayland l'avait prévenu. Elle emporta avec elle un petit télescope, même si elle soupçonnait que ce qui allait se produire serait visible à l'œil nu. La plage était étonnamment bondée. Des dizaines de personnes, équipées de télescopes et d'appareils photo, s'étaient déjà installées le long du rivage. Les clubs d'astronomie se réunissaient souvent ici pour observer les pluies de météores et les événements lunaires. Ce soir, ils allaient voir quelque chose qui n'avait jamais été enregistré dans l'histoire de l'humanité. À 21h17, Eleanor remarqua des voitures qui s'approchaient, des SUV noirs avec des plaques d'immatriculation gouvernementale. Des hommes en costume sombre en sortirent et observèrent la foule des astronomes amateurs. Ils étaient restés trop tard pour empêcher ce qui allait se produire. À 21h17 précise, cela commença.
Les astronomes amateurs du monde entier furent témoins de l'impossible. La surface de la Lune, habituellement un paysage statique de cratères et de plaines, commença à changer. En exactement 3 minutes et 42 secondes, un motif géométrique de lumière se répandit sur la surface lunaire. Il était visible même pour ceux qui disposaient de modestes télescopes. Le motif formait un quadrillage parfait, couvrant des zones qui étaient en moins restées dans l'ombre, aussi longtemps que les hommes observaient le ciel. Des soupirs et des cris de surprise se sont élevés de la plage autour d'Eleanor. Les gens ont filmé le phénomène avec leur téléphone et ont appelé d'autres personnes pour qu'elles lèvent les yeux. Les hommes en costume parlaient avec urgence dans leurs appareils de communication, mais n'essayaient mille pas d'empêcher les observateurs. Le télescope d'Eleanor offrait une vue plus nette. La grille de lumière provenait de la région de Tycho, de l'emplacement exact de la structure. Pendant qu'elle regardait, le motif géométrique a commencé à pulser selon une séquence précise. Ce n'était pas un hasard, c'était un message transmis à toute l'humanité. Les radioastronomes du monde entier ont ensuite signalé la détection d'un énorme pic de transmission provenant de la Lune au cours de ces mêmes 3 minutes et 42 secondes. Dirigé vers un système stellaire lointain, situé à environ 47 années-lumière de la Terre, la transmission était des milliers de fois plus puissante que tout ce que l'humanité était capable de produire. Aussi soudainement qu'il avait commencé, le spectacle lumineux prit fin. La surface lunaire retrouva son aspect habituel, mais quelque chose de fondamental avait changé. Le monde avait vu ce que la NASA cachait depuis des décennies. La vérité sur la Lune ne pouvait plus être dissimulée. Le téléphone d'Eleanor se mit à vibrer sous l'afflux de messages provenant de contacts du monde entier qui avaient reçu son avertissement. Eux aussi avaient vu. Les preuves d'hommes se répandaient sur les réseaux sociaux plus vite qu'on ne pouvait les supprimer. La NASA a rapidement publié un communiqué attribuant le phénomène à des tests planifiés de satellites et à des anomalies de réflexion de la lumière. La plupart des grandes agences de presse ont relayé cette explication sans poser de questions. Les publications sur les réseaux sociaux concernant l'événement ont été signalées comme de la désinformation et supprimées. Mais cette fois-ci, il y avait trop de témoins, trop de preuves. Des hommes en costume se sont approchés d'Eleanor alors qu'elle rangeait son télescope. « Dr. Wright, nous aimerions que vous veniez avec nous. » Sur ordre de qui? Le directeur de la sécurité nationale, Hawthorne, souhaite vous parler immédiatement. Eleanor les a regardés calmement. « Je n'irai nulle part, et les menaces ne vous aideront pas. J'ai pris des dispositions pour que tout ce que je sais soit rendu public s'il m'arrive quelque chose. » C'était du bluff, mais c'était nécessaire. Les hommes échangèrent un regard. « Ce n'est pas fini, Dr. Wright », dit l'un d'eux avant qu'ils ne retournent à leur voiture et ne partent. Eleanor savait qu'il reviendrait avec plus d'autorité et plus de force. Elle n'avait peut-être que quelques heures avant qu'ils ne viennent vraiment la chercher. Elle finit rapidement d'emballer son équipement et se dirigea vers sa voiture. Au lieu de retourner à son appartement, elle se rendit dans un petit motel à la périphérie de la ville et paya sa chambre en espèces. De là, elle fit une dernière tentative pour joindre James Kovacs en composant le numéro personnel qu'il lui avait donné un jour en cas d'urgence. À sa grande surprise, il répondit dès la deuxième sonnerie. « Eleanor, c'est toi ?» Sa voix était tendue, inquiète. « James, Dieu merci. Où es-tu? Que s'est-il passé? » « Je ne peux pas parler longtemps. Il surveille toutes les communications depuis que je t'ai envoyé ces fichiers. Écoute-moi attentivement. Le signal qui est apparu ce soir n'est pas la fin. C'est le début. » « Le début de quoi? » D'une sorte de séquence d'activation. La structure lunaire est en train de s'activer complètement. Les mesures d'énergie sont hors normes.
Et il y a autre chose. Sa voix se réduisit à un murmure. Ils ont trouvé quelque chose d'important, enfoui plus profondément dans la structure. Une sorte de chambre avec des capsules de stase. Eleanor sentit son sang se glacer. Des capsules de stase? Avec quoi à l'intérieur? C'est justement le problème. Elles sont vides. Ce qu'elles contenaient n'y est plus. La ligne fut momentanément parasitée. Je dois y aller. Ils arrivent. Vérifie les coordonnées que je t'envoie sur ton téléphone. Si tu veux la vérité, tu la trouveras là-bas. La ligne fut coupée. Quelques instants plus tard, son téléphone émit un signal indiquant la réception d'un message contenant des coordonnées GPS. Elles indiquaient un endroit situé dans le désert, reculé du Nouveau-Mexique, à des kilomètres de toute ville. Eleanor passa la nuit dans un motel, presque sans dormir, à regarder les reportages qui minimisaient ou expliquaient ce que des millions de personnes avaient bien vu. Au matin, la version officielle était fermement établie. La combinaison des reflets des satellites et des phénomènes atmosphériques avait créé un spectacle lumineux inhabituel à la surface de la Lune. Rien de plus. Mais elle connaissait la vérité et apparemment, des milliers d'autres personnes partageaient son opinion et continuaient à partager leurs observations sur Internet. Malgré la suppression agressive du contenu, la vérité se répandait, bien que lentement. Le lendemain, l'appartement d'Eleanor a été retrouvé vide. Une fouille minutieuse par des agents du gouvernement n'a rien révélé de précieux. Elle avait emporté avec elle ses recherches les plus importantes et les sauvegardes de données de Wayland. Pendant 3 jours, elle a roulé vers l'ouest, utilisant uniquement des espèces, s'arrêtant dans des motels anonymes, évitant autant que possible les caméras de surveillance. Elle savait qu'à ce moment-là, toutes les forces de l'ordre du pays seraient à sa recherche. Les coordonnées envoyées par James menaient à une région isolée près du site de lancement de White Sands, sur un terrain appartenant au gouvernement qui devait être bien gardé. Lorsqu'elle s'approcha de sa destination le 4e jour, au volant d'une voiture d'occasion achetée à un particulier, elle fut surprise de découvrir un chemin de terre non balisé menant aux coordonnées. Plus surprenant encore était l'absence de sécurité. Pas de poste de contrôle, pas de patrouille, rien qui indiquait qu'il s'agissait d'un territoire gouvernemental fermé. La route se terminait devant ce qui semblait être un site de recherche abandonné. Un groupe de bâtiments bas, partiellement engloutis par le désert. Une enseigne délavée l'identifiait comme « Station de recherche Sandstone », service géologique des États-Unis. Eleanor gara la voiture derrière l'un des bâtiments, hors de vue de la route, et s'approcha prudemment. L'entrée principale était fermée par un cadenas, mais la porte latérale était entr'ouverte. À l'intérieur, tout était recouvert de poussière. Des ordinateurs, des tables, des classeurs. Cet endroit était abandonné depuis des années. Pourquoi James l'avait-il envoyé ici? En explorant les lieux plus en profondeur, elle trouva une porte sécurisée qui, contrairement au reste, semblait bien entretenue et moderne. Il fallait une carte-clé pour y accéder. À côté se trouvait un simple clavier numérique. Suivant son intuition, Eleanor entra la date. 07-20-1969. Le 20 juillet 1969, date du premier alunissage. La porte s'ouvrit dans un léger clic. Derrière elle se trouvait un ascenseur ultra-moderne. Contrairement à l'objet abandonné à l'étage supérieur, celui-ci était propre, moderne et manifestement très utilisé. L'ascenseur ne proposait que 2 options, l'étage où elle se trouvait, marqué P, et un autre, marqué G7. Après avoir pris une profonde inspiration, Eleanor appuya sur G7. L'ascenseur descendit beaucoup plus longtemps qu'elle ne l'avait prévu. Au moins 2 minutes de mouvement continu. Lorsque les portes s'ouvrirent enfin, elle se retrouva dans un immense complexe souterrain qui bourdonnait d'activité. Des scientifiques en blouse blanche se déplaçaient entre les laboratoires,
Des agents de sécurité patrouillaient dans les couloirs. Et sur le mur, en face de l'ascenseur, était accroché un logo familier, l'emblème du projet Guardian, qu'elle avait vu dans les dossiers secrets. Ce n'était pas n'importe quel bâtiment. C'était le principal centre de recherche de Guardian. Avant qu'elle n'ait eu le temps de décider quoi faire, une voix familière s'éleva derrière elle. « Je me demandais justement quand vous alliez arriver, Dr. Wright. » Elle se retourna et vit James Kovacs, qui semblait fatigué, mais soulagé. « James, quel est cet endroit? Comment as-tu… » « Pas ici, » l'interrompit-il en lui faisant signe de le suivre. « Il y a des caméras partout. » Il la conduisit à travers un labyrinthe de couloirs jusqu'à une petite salle de conférence et referma la porte derrière eux. « C'est le cœur du projet Garda, » expliqua-t-il. « Le premier objet de recherche, créé en 1972 après qu'Apollo 17 ait rapporté les premiers échantillons de la structure. Il fonctionne sans interruption depuis lors, hors du contrôle habituel du gouvernement. Mais pourquoi m'avez-vous amené ici? Je suis probablement la personne la plus recherchée de la NASA en ce moment. » James sourit sombrement. « Parce que ce qui se passe dépasse le cadre de la NASA. Cela dépasse le cadre du secret gouvernemental. L'humanité mérite de connaître la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Il activa l'écran mural qui affichait des images en temps réel de la surface lunaire, en particulier de la région de Tycho où se trouvait la structure. Eleanor eut le souffle coupé par ce qu'elle vit. L'énorme structure, en forme de porte sur la surface lunaire, était désormais complètement ouverte, révélant une obscurité plus profonde que l'espace qui l'entourait. Elle s'est complètement ouverte, 3 heures après le spectacle lumineux que vous avez observé, expliqua James, et quelque chose est apparu. Apparu? Que voulez-vous dire? Nous ne savons pas exactement. Nos capteurs ont détecté un mouvement, mais quoi que ce soit, cela n'est pas resté à la surface de la Lune. Est-ce que ça s'est envolé dans l'espace? James hésita. Non, vers la Terre. Eleanor sentit sa bouche s'assécher. Tu veux dire que quelque chose provenant de cette structure se trouve maintenant sur Terre? Pas seulement quelque chose, des milliers de choses, de petits objets se déplaçant trop rapidement pour que nos systèmes de suivi puissent quand il est détecté. Ils sont entrés dans l'atmosphère terrestre il y a environ 12 heures, se dispersant à travers le globe. Pourquoi n'y a-t-il eu aucun rapport à ce sujet? Les météores qui pénètrent dans l'atmosphère créent des traînées visibles. Pas cela. Ils n'ont laissé aucune trace thermique, aucun signe de collision. Ils ont simplement pénétré dans l'atmosphère et ont disparu de nos capteurs. Les conséquences ont été terribles. Tout ce qui était stocké ou se trouvait dans la structure lunaire se trouvait désormais sur Terre, invisible aux méthodes de détection habituelles. Tu dois voir autre chose, dit James en changeant l'image. Ce sont des images de l'exploration de la structure Apollo 20 en 1976. Elle était complètement scellée jusqu'à il y a 2 jours. La vidéo montrait des astronautes dans des combinaisons encombrantes, se déplaçant dans des couloirs similaires à ceux qu'Eleanor avait vus sur les images secrètes. Les images étaient granuleuses, mais suffisamment nettes pour distinguer les détails. La précision géométrique parfaite des passages, les symboles étranges gravés sur les murs. Les astronautes atteignirent une immense salle remplie de quelque chose qui ressemblait à des capsules transparentes, disposées en cercles concentriques. La plupart étaient vides, mais certaines contenaient peut-être quelque chose. La caméra fit un gros plan sur une capsule. Eleanor eut le souffle coupé. À l'intérieur se trouvait une silhouette qui semblait humanoïde, mais qui n'était manifestement pas humaine. Ses proportions étaient incorrectes, trop grandes, trop maigres. Son crâne était allongé, ses membres articulés de manière anormale. Mais le plus inquiétant était qu'elle semblait observer les astronautes, bien qu'elle ne fasse aucun mouvement. « Ils ont trouvé 12 capsules occupées. »
expliqua James. Les occupants semblaient être dans une sorte d'état d'hibernation. Des échantillons ont été prélevés, des analyses ont été effectuées, mais les créatures n'ont jamais réagi à aucun stimulus. Elles se contentaient de regarder. Et maintenant, ils ont disparu, murmura Eleanor, faisant référence aux capsules vides que son équipe venait de trouver. Oui, quelles que soient ces entités, elles ont maintenant quitté la structure. Et, d'après les données de trajectoire, elles sont ici, sur Terre. Que veulent-elles? Pourquoi maintenant? James secoua la tête. C'est ce que nous essayons de découvrir. Le seul indice dont nous disposons est l'analyse du signal. Le message a été partiellement traduit comme suit. Le cycle se termine, la moisson commence. Eleanor se souvint des paroles de Goodwin au sujet de la moisson et du fait que l'humanité était presque mûre. Un frisson la parcourut. Combien de personnes ici sont au courant de ce qui se passe réellement? Peu. Même dans ce centre, les informations sont compartimentées. La plupart des chercheurs travaillent sur des aspects spécifiques sans avoir une vue d'ensemble. Seuls quelques-uns d'entre nous connaissent toute l'étendue du projet. Et pourquoi me racontez-vous tout cela? Pourquoi m'introduisez-vous dans le cercle restreint? James la regarda fixement. Parce que nous avons besoin de votre aide. Votre analyse de la topographie lunaire a révélé des régularités que tous les autres ont manquées. Des formations naturelles qui semblent amplifier et rediriger les signaux provenant de la structure. Nous pensons que ces mêmes de formations pourraient être la clé pour communiquer avec l'intelligence qui contrôle tout cela. Communiquer pour dire quoi? Pour négocier, si possible, pour comprendre leurs intentions, pour essayer d'empêcher la moisson qu'ils ont prévue. Eleanor réfléchit à cela. Le public mérite de savoir, et il le saura. Mais une divulgation complète de l'information provoquera une panique mondiale. Nous devons agir de manière stratégique quant à la manière dont la vérité sera révélée. Il lui tendit un badge de sécurité. Cela vous donne un accès complet au site. Votre statut officiel est celui de consultante. La plupart des gens ici ne savent pas que vous êtes une fugitive des services de sécurité de la NASA. Et Hawthorne, il sait que je suis ici? Hawthorne fait partie du groupe de confinement. Ils ne savent donc rien de cet endroit, ni de ce que nous faisons ici. Le projet Sentinelle s'est scindé en deux factions il y a de nombreuses années. Ceux qui croient qu'il faut préserver le secret à tout prix, et ceux qui croient que l'humanité doit être préparée à la vérité. Et Wayland, faisait-il partie de votre faction? Le visage de James s'assombrit. Wayland était notre chef avant sa mort. Son accident n'était pas un accident. La faction de la rétention l'a éliminé parce qu'il prévoyait de se dévoiler au grand public. Eleanor passa les jours suivants à travailler avec l'équipe de recherche des gardiens, analysant les schémas des signaux lunaires et essayant d'établir des paramètres pour une communication potentielle avec l'intelligence derrière la structure. Le travail était épuisant, mais il lui donnait un but, une chance de comprendre ce à quoi l'humanité était réellement confrontée. Au 4e jour de sa présence sur le site, des sirènes retentirent dans tout le complexe. Les chercheurs se précipitèrent vers les stations de surveillance et les agents de sécurité prirent leur position défensive. « Que se passe-t-il » demanda Eleanor à James alors qu'il se précipitait vers le centre de commandement principal. Les objets qui sont entrés dans l'atmosphère terrestre sont devenus actifs, tous en même temps, partout sur le globe. L'écran principal affichait une carte du monde avec des milliers de points rouges clignotant en parfaite synchronisation. Chaque point représentait l'une des entités sorties de la structure lunaire. Ils émettent une signature énergétique que nous n'avons jamais vue auparavant, a déclaré un chercheur. Elle semble affecter les systèmes électroniques à proximité. On signale des effets psychologiques inhabituels chez les personnes qui s'en approchent, a ajouté un autre.
Des changements dans les schémas de pensée, des hallucinations collectives vives, tout est concentré sur la Lune. James s'est tourné vers Eleanor. Ça y est, c'est le début de ce qu'ils avaient prévu. Nous devons établir la communication maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. À l'aide de l'analyse topographique lunaire développée par Eleanor, l'équipe a concentré son équipement de transmission sur des formations spécifiques qu'elle avait identifiées comme des amplificateurs naturels. Ils ont envoyé une séquence mathématique simple, un langage universel que tout esprit développé devrait reconnaître comme une communication intentionnelle. Pendant des heures, aucune réponse ne vint. Puis, à minuit pile, tous les écrans du site changèrent pour afficher la même image. Un motif géométrique parfait, correspondant à celui qui était apparu à la surface de la Lune quelques jours auparavant. Sous le motif apparurent des mots en anglais. L'observation est terminée. L'intégration commence. Ils répondent, murmura James, stupéfait. Ils comprennent notre langue. Eleanor tapa la question. Quel était votre objectif ici? La réponse fut immédiate. Nous avons toujours été ici. Vous êtes notre objectif. Que voulez-vous dire par intégration? A tapé Eleanor. L'humanité a atteint le seuil évolutif prévu. Vous allez maintenant vous unir à nous, comme prévu depuis le début. Les implications de cette déclaration ont provoqué une vague de choc dans le centre de commande. Les entités n'étaient pas des envahisseurs au sens traditionnel du terme. Elles annonçaient une fusion avec l'humanité prévue de longue date. C'était leur plan depuis le début, comprit James. L'observation depuis la Lune, les signaux périodiques tout au long de l'histoire de l'humanité, guidant notre développement. Elles nous ont cultivés. Au cours des 24 heures qui suivirent, des rapports faisant état de phénomènes étranges affluèrent du monde entier. Les personnes proches des entités subissaient de profonds changements psychologiques, conscience élargie, perception accrue et, plus inquiétante encore, un désir irrésistible de se rassembler à certains endroits à travers le globe. Les gouvernements ont tenté de contenir la situation, mais celle-ci s'est propagée trop rapidement. Les forces militaires envoyées pour protéger les zones touchées ont souvent fini par rejoindre les foules rassemblées, leur esprit semblant être altéré par la proximité des entités. Dans une dernière tentative, désespérée pour comprendre ce qui se passait, Eleanor envoya un autre message. Cette intégration est-elle nocive pour les humains? La réponse fut énigmatique. Ce que vous êtes actuellement cessera d'exister. Ce que vous deviendrez a toujours été votre destin. Nous avons attendu des millénaires pour que vous soyez prêts. Le dimanche soir, 7 jours après le spectacle lumineux lunaire, les astronomes amateurs du monde entier ont été témoins de l'impossible. Pendant exactement 3 minutes et 42 secondes, un motif géométrique de lumière s'est propagé à la surface de la Lune, visible même pour ceux qui disposaient de modestes télescopes. Le motif formait un quadrillage parfait, couvrant des zones qui étaient restées dans l'ombre depuis aussi longtemps que les humains observaient le ciel. Les radioastronomes ont détecté un énorme pic de transmission provenant de la Lune, dirigé vers un système stellaire lointain situé à environ 47 années-lumière de la Terre. La transmission était des milliers de fois plus puissante que tout ce que l'humanité était capable de produire. La NASA a rapidement publié un communiqué attribuant le phénomène à des tests planifiés de satellites et à des anomalies de réflexion de la lumière. La plupart des grandes agences de presse ont relayé cette explication sans poser de questions. Les publications sur les réseaux sociaux concernant cet événement ont été signalées comme de la désinformation et supprimées. Le lendemain, l'appartement d'Eleanor Wright a été retrouvé vide. Son emplacement actuel reste inconnu. Dans une installation secrète de la NASA,
Une image récemment prise se trouve dans un dossier intitulé « Gardien, phase 2 ». Elle montre une structure massive ressemblant à une porte sur la surface lunaire, désormais complètement ouverte, révélant une obscurité plus profonde que l'espace qui l'entoure. Quelque chose est apparu, et partout sur Terre, les gens changent. Au début, la transformation est imperceptible. Perception accrue, rêve vif sur les étoiles, sentiment de connexion avec quelque chose d'énorme et d'ancien. Mais elle s'accélère. La vérité sur la Lune, l'ancien observateur silencieux de l'humanité, est enfin révélée. Ce n'est pas seulement un satellite naturel, mais une station d'observation, une salle d'attente, un cocon d'où quelque chose de nouveau est sur le point d'émerger. Lorsque des millions de personnes se rassemblent à différents endroits du globe, attirées par un appel irrésistible, elles regardent le ciel nocturne avec une nouvelle compréhension. La Lune, autrefois familière, révèle désormais sa véritable destinée. Non pas en tant que satellite de la Terre, mais en tant que gardienne de l'humanité, nous préparant à la prochaine étape de l'évolution. L'intégration a commencé et il n'y a pas de retour en arrière possible. Le signal provenant de la structure lunaire continue, désormais reçu directement par l'esprit humain sans intermédiaire technologique. Il porte un dernier message. Bienvenue chez vous.